Salut à tous, très heureux d'enfin vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. On va revenir sur ces dernières semaines en NBA après une très longue absence, oui, vous voyez, on est un peu rouillé. Du coup, pour ce faire, j'ai avec moi le jeune GOAT, toujours présent, Constant. Ça fait longtemps. Constant, comment ça va? Parce qu'on n'a jamais connu une telle absence, pratiquement dans toute l'histoire du podcast Dunk Hebdo. Alors, que s'est-il passé pour toi depuis le dernier épisode? Moi, il s'est pas passé grand-chose. Il s'est rien passé de particulièrement marquant. Il s'est passé deux, trois trucs, par contre, dans notre pays qui est la France. Par contre, ça, ouais, oui, il fait passer des trucs. Non, sinon, toujours là, toujours présent au poste. C'est vrai que la dernière fois, on s'était quitté sur le post-mortem des Wolves. Et j'avais dit que c'était le dernier post-mortem. Enfin, quand on avait fait le post-mortem des Pacers, j'avais dit que c'était le dernier post-mortem de la conférence Est. Après celui des Cavs, bien évidemment, qui est en attente d'un coach. Il pouvait se dépêcher, les Cavaliers, ce serait sympathique. Mais là, pour le coup, j'avais eu raison. Effectivement, en dehors des Cavs, il n'y aura plus de post-mortem d'équipe de l'Est. Effectivement, parce qu'aujourd'hui, vous l'aurez deviné, vous avez lu le titre, j'imagine, du podcast. On va parler de ce titre des Boston Celtics qui ont donc remporté cette finale 4-1 contre les Dallas Mavericks. Avant de commencer, quelques explications et quelques précisions, parce qu'on a un peu disparu de la circulation. Alors, on l'avait dit il y a quelques semaines, c'est une période assez compliquée pour beaucoup de membres du podcast pour des raisons différentes. Ce qui fait qu'on est un peu sur les rotules, pour reprendre une expression que tu as pu me glisser en off, Constant. Donc voilà. Et puis, tu l'as un peu glissé aussi, ça, il y a un contexte politique, on va dire que ça se voit un peu sur notre Twitter. On est une équipe qui est plutôt politisée et qui est politisée à gauche. Il suffit de regarder 2-3 tweets de n'importe quel membre de l'effectif. Ça, c'est pas un Donc, gouvernement de gauche, hein, je vous le dis, hein, dans le film. Hein. Donc bon, il y a un moment, c'est pas un secret. Hein. Donc on va dire que, sachant qu'on est plutôt politisé, vu le contexte avec un RN qui est plus que jamais proche du pouvoir, on va dire qu'il y avait un questionnement et je pense qu'on l'a un peu tous ressenti. Enfin moi personnellement, je sais que toi Constant en parlait sur en plus, hein, bien évidemment, la première problématique c'était celle du temps, la deuxième c'était celle de l'engouement ou en tout cas la vraie volonté de parler de basket alors qu'il se passe un truc qui est plutôt historique d'un point de vue politique dans notre pays. Donc voilà, je pense que ça peut se comprendre. Il y a des moments où la volonté est un peu moins là et on se force pas. Voilà, il y a aucune volonté de se forcer. Voilà, Oui, voilà. c'est c'est la futilité de parler basket quand il y a des événements qui se passent actuellement qui rendent le basket un peu dire bon, est-ce que c'est vraiment nécessaire de s'arracher pour des trucs comme ça. Mais voilà, dans tous les cas, allez voter. Hein, bon, ne votez pas pour l'extrême parce qu'il n'y a qu'un seul extrême. Enfin, moi, je prends position directement. Mais voilà, vous pourrez critiquer dans les commentaires. De toute façon, je ne lirai pas les commentaires si vous critiquez en disant la bien-pensance de gauche là nous fait des remarques. Mais voilà, dans tous les cas, allez voter. Vraiment, c'est très important. On a bien vu ce qui se passe lorsque les gens ne vont pas voter aux européennes et ne votez pas pour l'extrême. Voilà. Alors pour avoir fait, c'est un peu mon domaine de prédilection, enfin pas de prédilection, un peu mon domaine d'étude pour avoir fait de la sociologie politique et connaître la sociologie de notre audimat. Ça va. Je pense que cette prise de parole-là nous amènera très peu de backlash, peut-être un peu, mais pas tant que ça. Bref, on a un audimat assez urbain, plutôt jeune. Enfin, on n'a pas un audimat qui vote RN. Et si on a parmi vous, n'hésitez pas à vous désabonner de Twitter. Voilà, c'est la transition. Du coup, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, sur votre plateforme de podcast préférée, et même nous retrouver sur le site parce que j'avais pas trop la volonté de parler, mais le site dunkhebdo.fr a été un peu remodelé pour que vous soyez en capacité de trouver un peu plus facilement les différents podcasts. Il y a toutes nos archives. C'est un travail un peu long parce qu'on a beaucoup de problèmes avec le site, mais voilà, ça va être de retour. Je crois qu'on est sur l'introduction la plus longue de l'histoire du podcast, donc enchaînons, Constant, et parlons donc de ce titre des Boston Celtics qui ont disposé des Mavericks, je l'ai dit, 4 victoires à une. Jaylen Brown MVP des finales. Une finale, Constant, pour laquelle on va revenir sur 3 points marquants pour commencer. 3 points qui se rejoignent un peu tous, hein, mais difficile de pas commencer par la défense de Boston. Les Mavs ont été n'ont pas réussi à inscrire plus de 100 points dans les matchs 1, 2, 3 et 5. Il y a que ce match 4, cette explosion, ce gros blowout du match 4, durant lequel les Mavericks ont réussi à passer cette barre des 100 points. Et ça, Constance, c'est la marque d'une défense ultra dominante durant ces finales.
Ouais, ultra dominante. Et même globalement, tu vois, tu parlais de cette barre des points, mais si on regarde les ratings offensifs, les points par possession, sur le match 1, 2, 3 et 5, Dallas n'a jamais été au-dessus du 33e centile sur les points par Aïe, aïe, possession. aïe. Donc vraiment une attaque qui a été annihilée. Il n'y a que le Game 4 où, voilà, peut-être que Boston avait pas forcément. Allez, le match 4, il ressemble un petit peu au match 4 entre les Cavs et les Warriors des finales 2017. Il y a une équipe qui mène 3-0, une équipe qui a l'avantage du terrain, une explosion offensive de l'équipe qui est menée 0-3 pour remporter ce match 4, mais finalement qui se livre au match 5 sans trop de résistance. Non, moi cette défense de Boston, elle m'a impressionné dans le sens où, pour avoir vu tout le parcours de Dallas pour atteindre ces finales NBA, il y avait ce choix qui était très difficile pour les équipes qui devaient défendre Dallas de les lobes, notamment avec Daniel Gafford, avec Derek Lively, ou alors les tirs dans les corners avec PJ Washington, avec Derrick Jones Jr. Il y a des équipes qui ont réussi à contenir les 3 points dans les corners. Par exemple, les Wolves, qui étaient très forts pour venir sur les aides et pour fermer l'accès à la raquette enfin, fermer l'accès dans les corners. Par contre, ils s'étaient fait cibler sur les lobes, notamment avec Derek Lively. Au KC, c'était on essaye de limiter les lobes, mais par contre, on n'avait pas suffisamment la capacité et la longueur pour pouvoir couvrir les tirs dans les corners. Ce qui fait que Derrick Jones Jr. et PJ Washington se sont régalés. Là, Boston a verrouillé ces deux aspects du terrain et sans jamais se retrouver en difficulté. Et c'est quelque chose qui m'a marqué vraiment sur ces finales NBA que je retiens, c'est la domination défensive de Boston et même la défense sur Luka Doncic et sur Kyrie Irving. Il y avait cet aspect où OKC avait, par exemple, envoyé beaucoup de trappes, beaucoup d'agressivité sur le porteur, ce qui, de facto, libérait des espaces derrière pour, encore une fois, Derrick Jones Jr. ou PJ Washington. Là où Boston, c'est aussi la qualité de Derrick White et de Jrue Holiday, et Jason Tatum et de tous ceux qui se sont reliés, n'a jamais envoyé des aides très agressives ou n'a jamais envoyé des sorties très agressives sur la sortie d'écran, par exemple. Et du coup, il n'y avait jamais de décalage qui était créé avec des vis-à-vis qui parvenaient à rester devant le porteur de balle. Donc ouais, cette défense de Boston, elle était élite tout au long de la saison, mais sur ces finales, elle m'a encore plus impressionné parce qu'elle est parvenue à limiter les deux aspects du jeu où Dallas excelle et où, durant tout le run de playoff, personne n'a réellement réussi à limiter les deux en même temps. Tu l'as dit, c'est vraiment cette capacité à rester face aux joueurs sans aide qui était vraiment impressionnante, surtout pour une attaque qui était voilà, basée sur bien évidemment le génie au playmaking et au scoring de Luka Doncic, mais aussi la capacité de Kyrie Irving à l'épauler. Et ben sur cette série, alors Kyrie fait des finales très compliquées, et je suis gentil en choisissant le mot compliqué, parce que il a pas eu de mismatch en fait, il a pas eu de moment où il a pu profiter du joueur en face de lui. Alors c'est des stats, il faut toujours se méfier de ces stats-là, mais quand on regarde les stats en termes d'opposition, Jrue Holiday, quand il défend Kyrie Irving, c'est 11 sur 22. Pour Kyrie, quand il est défendu par Derrick White, c'est 11 sur 25. Et c'est deux joueurs qui se sont extrêmement relayés sur lui. Il a aussi été défendu par séquence sur Tatum. Il a eu tendance à attaquer Tatum, et Tatum a fait une très bonne série défensive. Donc, il n'y avait pas de faiblesse défensive, de lien faible défensif, il n'y en avait pas du côté de Boston. Et même, tu parlais de Luka, Jaylen Brown qui a été beaucoup missionné sur Luka. Alors, on connaît notre passif avec Jaylen Brown, qui, selon nous, avait parfois été critiqué de manière injuste ou beaucoup trop ciblée de la part de la fanbase des Celtics. Jaylen Brown fait une très très grosse série sur Luka en termes de défense et dans sa capacité à rester face à lui et à pas subir le choc physique d'un Luka qui a pu aussi face à ça quand il a des défenseurs un peu plus petits que lui. Non, la défense des Celtics, elle a été extraordinaire dans sa capacité à rester aussi ultra discipliné. On en avait parlé dans les tours précédents. Il concède peu de lancers francs. Non, non, défensivement, c'est une performance XXL face à une équipe. Je sais pas si tu as des choses à rajouter sur la défense, Constant, qui, en plus, du côté de Dallas, a subi les foudres un peu offensives de Boston, dans le sens où Boston a su capitaliser en drivant énormément contre cette équipe de Dallas, qui, elle, à l'inverse, n'avait pas de joueurs capables de rester en face des drivers. Ouais, c'est aussi la qualité, j'ai envie de dire, des schémas offensifs de Boston, c'est la qualité des five-out. Alors, bien sûr, c'était plus simple, on va dire, pour Boston d'accéder aux lignes de drive, même si, encore une fois, c'était quelque chose qu'on leur a reproché tout au long de la saison, le fait qu'ils drivaient peu et qu'ils allaient globalement assez peu au cercle. Et là, finalement, tu n'avais pas de défenseur qui était réellement en mesure de limiter cette attaque de Boston. En fait,
sur les joueurs entre guillemets majeurs, sur les Jalen Brown, sur les Jason Tatum, Dallas n'avait pas de réponse, que ce soit physique ou que ce soit en termes vraiment de joueurs qui est capable de rester devant ses vis-à-vis, comme tu l'as dit. Là où du côté de Boston, il semblait avoir une solution à peu près tous les attaquants possibles et toutes les morphologies des attaquants de Dallas. Encore plus avec une création via le dribble limité du côté de Dallas, là où Boston, on a vu que Derrick White, balle en main, est capable de faire d'excellentes lectures. Jrue Holiday, c'est pareil. Encore plus, même, j'ai envie de dire, avec l'absence de Kristaps Porzingis sur certains matchs, avec l'intégration d'Alford qui avait été ciblé sur certains matchs de play-off et même un petit peu en saison régulière et qui a fait des très bonnes finales, bah, je trouve que Boston a vraiment utilisé au maximum ce five-out et a su appuyer là où ça faisait mal sur la défense de Dallas, qui pourtant était une défense exceptionnelle sur la protection de cercle durant tout le run de playoff. Ça, c'est quelque chose qu'on avait cité notamment sur la série face à OKC, où les équipes, soit elles allaient peu au cercle, soit elles y allaient souvent, mais avec une efficacité moins. Là où Boston est allé relativement souvent au cercle, mais avec une grosse efficacité. Donc oui, ils ont réussi à mettre en danger cette défense de Dallas, et pour moi, la différence avec les autres équipes, c'est parce que le five out, parce que tu avais 5 shooters extérieurs qui étaient respectés, ce qui n'était pas le cas face à Minnesota, face à OKC et même face aux Clippers. Et je pense que c'est une leçon aussi à retenir, c'est que la respectabilité des shooters, même si ça ne conduit pas forcément à un tir à 3 points, a forcé Dallas à être plus vigilant sur les close-outs, plus vigilant sur les situations de drive and kick, et du coup d'ouvrir un petit peu plus la raquette. Et puis Constant, si cette finale a été à sens unique, faut aussi le dire, c'est parce que c'est un peu notre deuxième leçon. Les Mavericks n'ont pas été en capacité de profiter des moments de moins bien des Celtics qui font une très grosse série, mais qui ont des passages à vide, comme c'est un peu souvent le cas avec les Celtics. Alors, on va dans ce bilan-là, le match 4 est bizarre. Le match 4 est bizarre dans le sens où au début de match, les Celtics drive, mais drive peut-être limite trop. Leur basket est un peu caricatural. Et oui, le match 4, c'est un peu une anomalie dans cette série. Dallas fait un très très bon match 4. Hein. C'est pas pour enlever leur performance, mais dans le reste de la série, on a bien remarqué qu'il y a eu des séquences où les Celtics ont été moins bons et Dallas a eu des grandes difficultés à faire un run. Pourquoi, Constant, on en parlait en off, qui est le troisième meilleur joueur des Mavs sur cette série. PJ Washington passe à côté, il n'a pas été en capacité de sanctionner à 3 points comme il l'a fait dans la série contre OKC. C'est ma petite blague de ces playoffs, hein, mais moi, je veux un documentaire sur les matchs de playoffs de PJ Washington contre OKC parce que ça reste une anomalie, les 3 matchs qu'il a fait dans la série contre OKC à un moment. Derrick Jones Jr. fait de très 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 mauvaises finales. Au niveau de la rotation intérieure, Derek Lively a été en grande difficulté au niveau de la gestion des fautes. Daniel Gafford a peut-être été un des moins bons, c'est ce dont on parlait en off aussi. Ensuite, Josh Green a eu quelques shoots importants dans le match 5, mais globalement, c'est aussi une faillite des role-players de Dallas. Ouais, la réintégration de Maxi Kleber aussi, ça a été une catastrophe. Ça a été une catastrophe. Et c'est là où finalement, peut-être que moi, lorsque j'ai vu la blessure de Maxi Kleber face aux Clippers, je me disais c'était un élément positif pour les équipes adverses, enfin pour les adversaires de Dallas. Finalement, je me demande si 48 minutes de qualité avec Derek Lively et avec Daniel Gafford, c'était pas plutôt la bonne solution que d'essayer de repasser sur Maxi Kleber au poste 5, et ça a vraiment très très peu marché. Après, oui, on peut mentionner effectivement que l'intégralité des role-players de Dallas sont passés à côté, aussi parce qu'il y avait peu d'espace. Tu vois, tu parles de la série de PJ Washington face à OKC. Bah, il avait, alors ok, il y a un taux de réussite à 3 points above the break anormalement élevé. C'est-à-dire que PJ Washington, sur tous les playoffs, si vous enlevez la série face à OKC, above the break à 3 points, il a quelque chose comme 18%. Face à OKC, il a 52%. Bon, ok, d'accord. Mais c'était des situations qui étaient différentes. C'est-à-dire que tu avais l'impression sur cette série que les tirs dans les corners de Derrick Jones Jr. ou de PJ Washington, c'était des tirs parce que l'attaque n'arrivait pas à trouver de meilleures solutions. Alors que face à OKC, c'était, t'as un décalage, donc j'ouvre, et c'était des joueurs qui avaient soit le temps de prendre le tir parce que l'aide était à 15 bornes et que tu n'avais pas le temps de venir faire un close-out, soit c'était des joueurs qui avaient le temps de poser 1 ou 2 dribbles et du coup d'attaquer et qui avaient déjà un premier décalage qui était créé, ce qui n'était pas le cas face à Boston. Donc oui, peut-être que effectivement la marche était trop haute et le déficit de skill set, notamment balle en main,
des role-players de Dallas comparé à ceux de Boston est encore plus flagrant, mais ça s'explique aussi cette série déséquilibrée par le fait que même Kyrie Irving fait des séries qui sont, correctes. Correct, c'est un bien grand mot. Hein. Le match 3 et 4 est intéressant, mais par contre, le reste, c'est très, très, très difficile. Et franchement, les matchs 1-2 à Boston sont terribles. Oui. Enfin, on revient pas sur du match par match, mais les deux, on va être très honnête, hein. On n'a pas fait de podcast à ce moment-là, mais après le match 2, c'est terminé. Enfin, de mémoire de podcasteur après le match 2, c'est très compliqué. Il y a cette stat qui était sortie après le match 2. En termes de blow-by sur les matchs de play-off cette saison, c'était Jared Debin, je crois, j'avais vu le tweet passer. Dans le top 3 des équipes qui avaient subi le plus de blow-by sur les 7 campagnes de play-off, il y avait les matchs 1 et 2 des finales. Ils se sont fait blow-by sur les 2 premiers matchs, ils ont été vraiment dominés et ça paraissait très compliqué. Petite chose sur la série de Kyrie, j'anticipe parce que le DH20 va pointer le bout de son nez et je sais que Kyrie sera un objet de discussion. Je pense que le match-up Boston, et ça a déjà été vérifié, est un match-up terrible pour tous les arrières qui sont sous-dimensionnés. Alors sous-dimensionnés à l'échelle de la NBA, c'est-à-dire on va dire si tu fais pas 1m4, on va dire que si t'es pas à minima, tu peux pas regarder Derrick White dans les yeux, je parle physiquement, pas en termes de niveau, tu vas être en difficulté parce que tu vas avoir à faire face à la longueur de Derrick White, la longueur de Jrue Holiday, les mains de Jrue Holiday, les possibilités à switcher sur Tatum, Brown. Il y a un moment où être un ailier sous-dimensionné ou qui a pas un premier pas vraiment fou, ça c'est ultra problématique contre cette équipe de Boston et Kyrie rentrait pas dans cet archétype-là. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur la finale en elle-même, Constant, parce que il y a cette question qui apparaît beaucoup. Alors moi, je l'ai mis en termes un peu plus orduriers, je vais le dire de manière un peu plus polissée dans le podcast. Est-ce que c'était une finale moyenne, Constant? J'ai mis le mot commençait par un M aussi, mais c'était pas la même voyelle après. Est-ce que c'était une finale moyenne selon toi? Moyenne, oui, parce que encore une fois, la dernière fois qu'on a en fait, c'est que c'est des finales moyennes dans le sens où c'est 2 équipes qui sont pas au même niveau. Forcément, il y a un déséquilibre qui se crée, et je trouve que depuis, ça fait pas mal d'années finalement où on se retrouve avec des finales où tu as 2 équipes qui sont pas au même niveau. 2022, Boston face à Golden State avait 2 équipes qui étaient à peu près au même niveau. 2021, c'est peut-être le plus agréable depuis 2019, en gros, depuis la fin. Post-reign de Golden State 2021, c'est peut-être les finales les plus agréables en soi. 2020, c'est pareil, c'est déséquilibré. 2019, on repasse dans quelque chose de beaucoup plus grand, entre guillemets, ou de beaucoup plus historique. C'est des finales, qui sont où tu voyais qu'il y avait une supériorité, mais comme sur tout le run de playoff. Et en fait, toute la problématique, c'est que l'an dernier, on disait déjà un peu la même chose sur le run des Denver. C'était Denver finalement était la meilleure équipe sur ces playoffs 2023 et qu'ils n'avaient pas d'adversaire à leur mesure. Et là, c'est un petit peu pareil sur les playoffs 2024. On a peut-être relativisé la domination de Boston en disant oui, mais les role players sont blessés. De l'autre côté, machin. Toujours est-il qu'ils sont allés à Dallas sans Kristaps Porzingis et ils sont allés prendre le match 3. Même si sur le match 3, il y a ce comeback où là, tu vois que Boston a mûri, par exemple, où ils ont, Dallas revient à -1 et finalement, la défense et l'attaque, enfin, surtout la défense te permet de t'accrocher, de mener 3-0. Mais c'est pas tant du fait que ce soit, c'est pas, si les finales sont moyennes, c'est pas forcément imputable à Boston ou imputable dans le sens où ils étaient trop forts finalement pour l'opposition adverse, et que ce soit 2023 ou 2024, le champion, la meilleure opposition que pouvait avoir le champion, c'était soit Boston en 2023 pour Denver, soit Denver en 2024 pour Boston. Et dans les 2 cas, ces 2 équipes sont pas rencontrées en finale. Du coup, tu arrives sur une équipe qui n'a pas démérité, que ce soit Miami en 2023 ou Dallas en 2024, mais qui est un cran en dessous de l'équipe d'en face. C'est ça. Vous savez, je suis le grincheux, je me plains souvent de ça, mais vous savez que moi, j'aime beaucoup le fait que la finale soit un peu le plat de résistance et qu'on ait une très très grande finale, etc. Bon, en regardant dans le rétroviseur, tu te rends souvent compte que la meilleure série
de chaque année en playoff, c'est pas forcément la finale. Voilà, c'est même théoriquement, c'est pas censé être la finale, parce qu'il y a quand même beaucoup d'autres options. Ce qui est un peu frustrant, tu l'as dit, Constant, c'est l'écart de niveau qui paraît vraiment abyssal sur les 2 dernières finales. C'est ça qui est un peu choquant. Et c'est aussi, je dirais, la frustration de voir une équipe très très forte qui n'est pas mise en difficulté. Parce que c'est un peu ce que tu as dit, c'est aussi agréable de voir des équipes très très fortes qui ont beaucoup de talent et qui ont du coup, on espère, ont du répondant, être vraiment mises en difficulté. Les Nuggets sont pas mis en difficulté l'année dernière, les Celtics sont pas mis en difficulté cette année. Il y a peut-être un léger mea culpa à refaire au niveau de notre... Même si je trouve que globalement, on a toujours mis Boston dans les favoris. Enfin, genre, vous reprenez un peu ce qu'on a dit, mais dans le sens où peut-être que oui, c'est ce que ont pointé du doigt beaucoup de fans des Celtics. C'est une équipe qui était borderline historique en termes de rating, en termes de domination sur la saison régulière, ensuite sur les playoffs. Et oui, du coup, c'est tout à fait logique de les voir gagner. Il y a juste cette sensation de se dire, il y a un monde où leur affrontement en finale, ou même à l'Est, parce que je maintiendrai coûte que je pense que New York au complet ou Milwaukee au complet aurait posé plus de problèmes que les équipes qu'ils ont dû affronter. On aurait pu avoir des meilleurs affrontements. C'est un peu ce débat ultime toujours qu'il y a entre moi je veux du spectacle, mais je veux pas du spectacle pour du spectacle, quoi. Si c'est un match 7 d'une série soporifique, ça m'intéresse pas. C'est l'espèce d'alliage entre d'un côté le niveau et de l'autre le suspense, mais c'est un cocktail qui est difficile à trouver. Ce sont pas été des finales mauvaises, il y a juste eu, moi je trouve à partir du match 2, la sensation qu'on savait où on allait, quoi. Ouais, après, il y a... En fait, tu vois, sur le match 2, il y a quand même le finish du match 2 qui est quand même sympa. Avec le compte de Derrick White, même si, voilà, petite poussette, on va dire, de Jrue Holiday, il me semble. Ça, ou Jalen Brown, je sais plus, mais ça, c'est un détail. Mais après, ouais, je sais pas, c'est sur ce côté domination. Mais effectivement, Boston, si on regarde les ratings purs et durs, c'est une équipe historique. Ils font... je sais plus combien, 80, 23, quelque chose dans le genre. J'ai plus le terme exact, mais voilà, en gros, c'est en termes de bilan victoire-défaite, saison régulière plus post-season, il me semble que c'est leur meilleur pourcentage de victoire après les Celtics de 86 ou quelque chose comme ça. Donc c'est une équipe à l'échelle de Boston qui est historique en termes de domination. C'est juste que la domination est historique, mais aussi parce que t'as l'impression que l'opposition en face est plus faible. C'était une équipe de très grande qualité. C'est peut-être, ça on fera le débat, mais c'est peut-être la meilleure équipe finalement post domination des Warriors, donc post 2019. En tout cas, c'était la mieux équipée, c'était la plus complète. Mais oui, effectivement, t'avais pas de résistance. Et les seules oppositions qui pouvaient leur poser problème, comme tu l'as dit, ça aurait été potentiellement Nikola Jokic et sur la défense du post-up, mais c'était pas le backcourt, Luka Doncic, Kyrie Irving. C'était plutôt des match-ups qui convenaient à Boston. Il aurait fallu un vrai duel d'intérieur potentiellement avec Nikola Jokic, même si, encore une fois, je pense qu'il aurait fallu le Jamal Murray de l'an dernier, parce que si tu avais eu le Jamal Murray de 2024, je pense que Boston aurait dominé tout autant. Donc, non, franchement, c'est des finales qui sont entre guillemets moyennes parce que d'un côté, tu avais une équipe qui avait encore un pied, enfin qui avait encore une vitesse supplémentaire qu'elle pouvait passer. De l'autre côté, tu avais Dallas qui arrivait avec un petit peu en sur-régime, on va dire, de ce qu'ils ont pu faire durant tout le reste des playoffs et qui n'avait plus d'énergie et qui ne pouvait plus rivaliser avec ce qu'a été capable de faire Boston. Donc peut-être, hein, enfin même forcément, je pense que New York ou que Milwaukee auraient proposé une opposition plus forte. Mais c'est des équipes qui n'avaient pas, enfin, si elles voulaient avoir, voilà, mais surtout si tu voulais avoir une opposition plus forte, fallait pas perdre les séries avant de jouer Boston, quoi. Donc les perdants ont toujours tort. Donc non, voilà. Je te propose, Constant, d'inverser la trame parce que je trouve que le lien est assez fort sur les champions de ces dernières années. Tu l'as un peu teasé. On a plus ou moins arrêté nos sujets pour l'été. On ne va pas disparaître cet été. On va faire le maximum pour être là avec toute la difficulté dans un contexte compliqué, mais on sera là. On a un peu ce projet de faire que j'ai proposé, imposé, on va le dire comme ça, sur les meilleures équipes post-2019, voilà, on va dire, départ de Kevin Durant, la carte NBA qui a été un peu remodelée. Et depuis ce moment-là, j'ai l'impression qu'on se fourvoie un peu,
c'est cette partie qu'on va entamer sur le modèle d'une équipe championne, parce que j'ai l'impression que année après année, on part du principe que le modèle de l'équipe championne est le modèle à suivre par excellence et que voilà, il faut absolument copier l'équipe championne. Ça marche peut-être dans une période où tu as une semi-dynastie, ou en tout cas tu as une répétition au niveau des équipes qui se qualifient tout le temps en finale de conf et voire en finale NBA. Là, on est un peu dans le domaine de l'instabilité. Et voilà, on a des champions différents tous les ans. Donc, c'est un peu une question rhétorique que je t'ai posée, Constant, mais est-ce qu'on ne doit pas juste arrêter de chercher un modèle par équipe, c'est-à-dire un modèle très précis d'équipe, et juste admettre que maintenant, on est dans une période un peu plus instable au niveau des équipes championnes? Ah bah elle est complètement instable, puisque ça fait le 6e champion différent en 6 ans, c'était pas arrivé depuis la fin des années 70. Donc oui, effectivement, quand ça fait 40 ans, voire même 45 ans que un tel stretch n'était pas arrivé, tu sens que tu es dans une période où tu es en recherche de domination, on va dire, mais c'est aussi lié à l'espèce de parité que veut faire la NBA. Je ne suis pas contre la parité, hein, je vous le dis tout de suite, on repart sur la politique. Mais disons que le problème entre guillemets de la parité en NBA, c'est que bah, tu n'as pas de rivalité forte. Parce que j'ai vu, ça a beaucoup parlé aussi des audiences qui étaient en gros les pires audiences en dehors des finales dans la bulle. Bah, forcément, quand tous les ans, tu as 2 finalistes différents, que tu n'as pas de grands méchants, entre guillemets, comme pouvaient l'être les Warriors, comme pouvait l'être le Heat de LeBron, comme ça peut être les Patriots en NFL, comme ça peut être les Chiefs maintenant, bah forcément, le réflexe, c'est bah tu vas moins t'intéresser que si tu as une équipe dominante que tu as absolument envie de voir perdre. Le David contre Goliath, il n'existe pas qu'en France. Hein. C'est globalement, quand il y a un grand méchant, tout le monde a envie de le voir potentiellement perdre. Et ça, plus le fait que, eh bah, je suis désolé, mais ça, c'est pas du tout un reproche, mais LeBron James et Stephen Curry ont plus d'attractivité médiatique qu'une finale avec Jason Tatum et Luka Doncic. Déjà, un joueur non américain n'aura pas la même attractivité qu'un joueur américain aux États-Unis. Ça, c'est un fait. C'est comme ça. Tout Luka Doncic qui peut être, tout Nikola Jokic qui peut être. Donc forcément, ça attire moins de gens. Et cette absence, encore une fois, de rivalité et cette parité qui amène à plein de champions différents, ça peut un petit peu impacter négativement les audiences. Et du coup, ça amène sur le point où, ouais, effectivement, c'est quel est le dénominateur commun de toutes parmi les 6 équipes, là, les 6 champions différents en 6 ans, quel est le dénominateur commun? À part qu'elles ont toutes un joueur qui est dans le top 7-8 du DH20. J'en vois pas tellement. Hein. On n'a pas. Parce que l'idée des role-players qui est souvent mise en avant, cette idée d'overlap, dont je sais que Tom aime parler, c'est-à-dire que pour un peu de pédagogie par rapport à l'overlap, c'est le fait que tu es à l'intérieur de ton effectif des mecs avec des skills qui se répètent, dans le sens où ils ont la capacité à prendre la charge d'un autre joueur parce qu'ils ont le skill, je sais pas, que ça soit de la création du tir à 3 points, de la défense sur le point de attaque, etc. Il y a des équipes qui n'ont pas d'overlap qui sont championnes. Hein. Les Bucks, Denver, il n'y a pas d'overlap dans ces équipes-là. Là où il y en a à Boston, par exemple. Ah, largement. Donc, c'est là où j'ai un peu beaucoup de mal avec beaucoup de conclusions qui sont tirées, c'est-à-dire que parfois on tire les conclusions inverses d'il y a un an. Alors que globalement, on est face à 2 équipes, on l'a dit, qui dominent les playoffs. Donc je trouve que cette recherche du modèle est un peu construit juste l'équipe la meilleure possible, avec le moins de faiblesses possible. C'est peut-être ça et sans s'obséder à construire un contre-modèle à une équipe qui est jugée dominante. Coucou Minnesota. Parce que c'est bien, tu battras cette équipe-là en question, mais tu tomberas sur une équipe qui a un autre modèle. Parce qu'en plus, il y a peut-être, je dirais qu'il y a moins d'harmonisation dans les équipes qu'on a actuellement, qu'il y a peut-être 6-7 ans, peut-être, ou même 5-6 ans peut-être, dans le sens où, je sais pas, t'as OKC qui est beaucoup sur le drive, t'as les Celtics qui sont énormément sur le tir à 3 points, t'as eu cette équipe de Dallas qui a été beaucoup dans création de lob, 2 joueurs qui sont extrêmement capables de faire la différence sur du 1 contre 1. Enfin, t'as trop de schémas d'équipes différentes pour te dire, on va construire ça, ça et ça, parce que probablement que durant une campagne de playoff, tu tomberas sur l'équipe qui a l'antidote pour mettre à mal ton schéma. Donc... Ouais, après, tu vois, sur cette équipe, enfin, s'il fallait mettre une pièce sur, alors c'est toujours plus facile de le dire a posteriori, mais s'il fallait mettre une pièce sur une équipe qui potentiellement pourrait, peut-être pas faire le back-to-back, mais qui pourrait venir briser un petit peu cette série de 6 champions consécutifs en 6 ans, j'ai l'impression que Boston a quand même, de par la stabilité financière qu'ils ont aussi, parce que
On a salué le titre de Denver l'an dernier, mais Denver à l'intersaison perd Bruce Brown. Alors je sais que y a plein de gens qui relativisent en disant oui, mais la perte de Bruce Brown, il était pas si important que ça dans le run de playoff de Denver. Toujours est-il qu'il leur a manqué sur la série face à Minnesota parce que Minnesota calculait absolument pas le porteur de balle et qu'au lieu d'avoir Bruce Brown qui portait la balle, c'était Aaron Gordon. Ça c'est une problématique. Quand tu regardes les Lakers qui sont champions dans la bulle, par exemple, qu'est-ce qu'ils font 3 semaines après? Ils trade la moitié de l'effectif pour faire venir Dennis Schroeder et Montrezl Harrell. Quand on regarde les Warriors qui sont champions en 2022, les Warriors, il y a la surperformance, on va dire, de certains role-players, notamment Andrew Wiggins. Il y a l'altercation après entre Draymond Green et Jordan Poole. Et les Bucks 2021, ils auraient pas dû être champions, ça aurait dû être les Nets. Mais ça, c'est un autre débat. Mais voilà, non, c'était pour plaisanter. Non, mais toujours est-il que de par la stabilité financière, la stabilité financière, le fait que tous les joueurs de Boston soient sous contrat, le fait que ce soit une équipe dominante en attaque et en défense, peut-être que ça peut être une équipe qui peut continuer de dominer, sachant que Boston, c'est pas comme entre guillemets comme Denver ou comme les Bucks qui passent d'une élimination en demi à champion NBA. Boston, ça fait déjà 5, 6, 7 ans qu'on les retrouve assez souvent parmi les favoris et même très souvent en finale de conf. C'est vrai que, alors, on est en fin juin. Donc, on est fin juin. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans les prochaines semaines, mais c'est vrai que Boston semble bien parti. Après, j'ai toujours un peu cette méfiance. C'est 2 trucs que je répète beaucoup à cette période de l'année. Enfin, en période pré des H20 et post-titre. On a toujours tendance à surestimer la marge qu'a le champion parce qu'on l'a vu champion. Donc, je sais pas, c'est un espèce de biais peut-être cognitif en se disant, c'est vrai que en l'état, quand on fera l'épisode fenêtre de titre, probablement que les Celtics seront dans le premier chapeau, c'est sûr même. Il n'empêche, il faut aussi parler du fait qu'ils ont réussi à rester en bonne santé. Alors oui, Kristaps se blesse, mais j'ai envie de dire Kristaps se blesse, c'est-à-dire que c'est quand même un joueur qui a beaucoup de soucis de blessure. Donc c'est un peu pas une blague qu'on faisait dans la conve, mais moi j'avais beaucoup de mal à imaginer Porzingis rester en bonne santé sur toute une campagne de playoff. C'est pas pour lui souhaiter de mauvaises choses, c'est juste que historiquement c'est un joueur qui a tendance qui a beaucoup de difficultés à rester en bonne santé, mais une blessure d'un autre joueur de l'effectif serait rédhibitoire pour une potentielle deuxième campagne. Après, c'est vrai que eux, tu l'as dit, ne seront pas amenés à faire des choix drastiques vis-à-vis de leur effectif et qui sont là très souvent et que, sauf réalignement des plaques tectoniques, visiblement, l'Est restera en dessous de l'Ouest la saison prochaine et permettra aux Celtics d'avoir un parcours peut-être un peu plus accessible que certaines autres équipes qui sortiront de l'Ouest, visiblement. Oui. Mais non, mais vas-y. Sur l'aspect blessure, tu vois, on en parle souvent. Kristaps Porzingis, malgré le fait qu'il se soit blessé, Boston a été dominant et Boston a été dominant sur des finales NBA à l'extérieur. C'est un truc que je disais déjà sur la série face à Indiana. Ça montre la supériorité, en tout cas cette année de Boston, c'est que même sans Kristaps Porzingis, même en devant jouer un match à l'extérieur, on les mettait favoris. Que ce soit sur des finales de conf ou que ce soit sur des finales NBA. Donc peut-être que, je sais pas si on fait fenêtre de titre, peut-être que la question, oui, c'est pas est-ce que Boston est dans le chapeau 1, c'est est-ce que Boston est tout seul dans le chapeau 1. Il y a déjà des analystes, notamment du côté d'ESPN, alors ça vaut ce que ça vaut quand on voit l'état de délabrement qui est devenu ESPN, mais qui mettent Denver tout seul en termes de contender, et après une troupe de 6 ou 7 équipes. Denver ou Boston? Non, Boston, pardon. Qui mettent Boston tout en haut et après un groupe de 6 ou 7 équipes qui sont dans le même lot et qui sont un peu dans le chapeau 1.5, j'ai envie de dire. Mais sur les blessures, il y a la blessure de Kristaps Porzingis, il y a le vieillissement d'Al Horford, et tu regardes les Derrick White, allez, je roule l'idée un peu moins, mais Derrick White, Jason Tatum, Jaylen Brown, c'est des joueurs qui se blessent très rarement, sont tout le temps en bonne santé. Jason Tatum, hormis le problème un peu suspect de la blessure à la main sur les finales de 2022, il a pas loupé de match de playoff durant toute sa carrière à cause de blessures. Et ça, c'est quand même aussi un dénominateur commun pour le coup, c'est que la santé, encore une fois, c'est un facteur important. Et il faut être en plutôt bonne santé. Parce que même à l'intérieur des équipes championnes, il y a des blessés. Enfin, DiVincenzo est blessé chez les Bucks, Porzingis est blessé chez les Celtics. Il y a même dans les équipes championnes des dernières années, il y a aussi des blessures ou des stars qui ont peut-être des bobos. C'est juste capacité à être globalement en bonne santé. Mais voilà, je pense que c'était un point important à mettre en avant, c'est-à-dire que j'en ai un peu ras-le-bol qu'on cherche la potion magique, alors que la potion magique, c'est peut-être celle d'être
la plus adaptable à ta capacité à t'adapter à ce que tu rencontres en face et à avoir le plus de modèles possibles. En tout cas, être imperméable à le plus de formation en face et être par contre perméable à moins de faiblesses parce que il y a quand même c'est pas une équipe parfaite, celle des Celtics. Ils auraient eu des difficultés contre un Nikola Jokic. J'adorerais les voir dans une opposition avec des Sixers en bonne santé. Je dis pas que les Sixers débattent, je dis juste que l'opposition de Joel Embiid aurait pu leur poser peut-être certaines problématiques que n'ont pas Après, supposé vu les Pacers. l'historique de Joel Embiid face à Boston, bon. On va dire que c'est un Boston avec Nick Nurse et un Tyrese Maxey, des Sixers avec Nick Nurse et un Tyrese Maxey qui a pris une autre dimension. Oui. Constant, on l'a déjà un peu fait. Revenons peut-être sur la construction de l'effectif des Celtics qui, elle, a été saluée. C'est pas tellement pour se baser sur cette construction pour dire quoi faire, c'est plutôt saluer cette construction. Et moi, je trouve, Constant, tout le monde parle de Brad Stevens. Allez, il faut donner un peu de crédit à Danny Ainge quand même. C'est les deux. Je pense que c'est les deux. C'est Danny Ainge pour avoir su racketter Billy King à l'époque des Nets. C'est Danny Ainge pour avoir su racketter, je sais plus qui a été le GM des Sixers, mais pour faire le swap entre Markelle Fultz et Jason Tatum sur la draft 2017. En fait, Brad Stevens a réussi à faire ce que Danny Ainge n'a pas su faire ou que les GM adverses n'ont pas voulu laisser Danny Ainge faire. Parce qu'on se souvient du cas Anthony Davis où pour le coup Danny Ainge il était prêt à faire l'offre en or pour récupérer Anthony Davis et en fait Rich Paul il a fait non, moi mon client il va aller que aux Lakers jouer avec LeBron. Plus de réseau. Donc voilà, c'est un peu problématique. Donc non, il faut saluer Danny Ainge pour la construction. Par contre, il faut saluer Brad Stevens pour Derrick White, c'est lui, il me semble. Il est déjà en poste quand c'est Derrick White? Ah, j'ai un doute. Ça va être la VAR va arriver. Ça va être fact-checké. Je vais poursuivre mon propos, mais toujours est-il que se séparer de Marcus Smart, qui était un petit peu le porte-étendard, un petit peu la mascotte de cette génération des Celtics et qui était très apprécié par la fanbase, et ben c'est un choix qui s'est peut-être révélé difficile à faire, mais qui s'est avéré payant sur cette saison 2023-2024 de par ce qu'a été capable d'apporter Kristaps Porzingis. Et même globalement, je trouve que il y a des petits coups, tu vois, on en avait parlé à la trade deadline, on avait dit ouais, bon, franchement, on n'a pas grand-chose à dire. Et Xavier Tillman a réussi à être utile sur les minutes de playoff et même sur les finales où il a été utilisé. Un joueur comme Peyton Pritchard, par exemple, n'était pas forcément en odeur de sainteté avec le management l'été dernier. Ils l'ont prolongé et il a été utile sur le run de playoff. Sam Hauser, c'est un joueur qui était pas forcément très en vue, entre guillemets, et qui a été responsabilisé. Donc, c'est un mix un petit peu entre Joe Mazzulla, Danny Ainge, Brad Stevens, mais on va dire que y en a un qui a posé les fondations et l'autre qui a su soit les consolider, soit quand il fallait les détruire pour reconstruire autre chose, l'a fait, ce qui n'a pas forcément été le cas du premier. Il était là, Brad Stevens. Ah bah voilà, donc Derrick White c'est lui, donc voilà. Jrue Holiday c'est lui aussi, donc bravo lui. Ce qui est très marrant parce que le jour où Danny Ainge du coup a laissé son poste de coach et du coup on avait appelé ça la révolution verte, je crois, cet épisode-là. Moi, j'avais beaucoup mis en question la capacité qu'allait avoir Danny Ainge, justement Brad Stevens, pardon, en remplaçant Danny Ainge, à se séparer de joueurs qu'il avait coachés, avec qui il avait pu créer des liens un peu de coach à joueur plutôt que de GM à coach. Et un des trades importants, en tout cas, le fait d'avoir tradé Marcus Smart, voilà, bah, il l'a fait alors que c'était un joueur qu'il a coaché, avec qui il a eu, j'imagine, des liens privilégiés. Il a fait ce trade en tant que dirigeant. Voilà, c'était ma grande crainte à l'époque et elle a été démentie par cette capacité que Brad Stevens à faire les bons choix. Tu l'as dit, Constant. Je pense que ça, c'est très important. Effectivement, en inspirant moins de crainte chez les autres GM que Danny Ainge. Parce que je pense que vraiment, vu le passif, Danny Ainge, il doit choper beaucoup de répondeurs, parfois, parce qu'il y a des mecs qui doivent plus lui répondre. Ouais, donc, je pense qu'il y avait un petit peu comme c'est le cas pour Miami, faut être très honnête aussi. Danny Ainge doit être un petit peu détesté, je pense, par les GM adverses. Et du coup, ils lui font pas de concessions comme Miami. Comme tu l'avais dit dans un précédent épisode, je crois que c'est dans le post-mortem,
les superstars, quand elles demandent d'aller à Miami, c'est le seul endroit où les GM veulent pas l'envoyer, donc veulent pas les envoyer. Donc forcément, Miami, ils se retrouvent bloqués dans un entre-deux, parce que quand les joueurs disent je veux aller à Miami, GM font ah non, tu veux aller à Phoenix, par contre, vas-y, tu peux y aller. Donc je pense que ouais, il y a ce côté où peut-être un petit peu de encore une fois, pour revenir sur le trade d'Anthony Davis, peut-être que Danny Ainge aurait voulu faire ce move et que il faut être deux pour faire un trade, donc il n'a pas forcément été en mesure de le faire. Même si voilà, Danny Ainge, il a su se séparer par exemple d'Isaiah Thomas pour faire venir Kyrie Irving. Ça aussi, c'était un move qui était qu'il fallait faire, enfin, entre guillemets, qu'il fallait avoir le courage entre guillemets de le faire, sachant que ça a amené plein de backlash et un peu une shitstorm autour de Danny Ainge. Donc non, Brad Stevens, bravo à lui encore une fois. Et puis, saluer aussi un petit peu le fait que, déjà, il s'est pas entre guillemets entêté, mais il n'a pas lâché son itération de Jaylen Brown et de Jason Tatum. Pourtant, qui est une itération que beaucoup avaient envie ou pensaient qu'elle allait forcément amener à se séparer, à une dissolution. Donc, je trouve que... Joli. Ouais, bien sûr. Je trouve que... c'est pas forcément, Tom parlait souvent de la théorie du trou de souris pour Boston en disant, bon, à force, quand ça fait 7 années de suite que tu y vas, il y a bien un moment où ça va être récompensé. Je trouve pas que c'est le cas cette année parce qu'ils étaient vraiment dominants, mais toujours est-il que lorsque tu vois qu'il y a des équipes qui viennent à séparer leur duo au bout de 2 ou 3 ans parce que ça marche pas, typiquement les Nets de Kevin Durant, de James Harden et de Kyrie Irving, Boston a misé sur la continuité, en tout cas au niveau de leurs deux stars, et ça a fini par payer, même si, comme ces deux stars ont été récupérées et ont été excellents alors qu'elles étaient sous contrat rookie, forcément, financièrement, tu as eu un temps un peu plus long pour tester avec ce duo que si tu les récupères en étant 2 contrats max avec potentiellement de la luxury tax et de la seconde après. Et puis pas le même moment dans leur carrière respective aussi, avec Jason Tatum et Jaylen Brown qui sont dans leur prime ou qui sont entrés dans leur prime récemment, là où sur d'autres projets on était avec des joueurs qui étaient un avancement un peu différent de leur carrière. Après oui, plus que la théorie du trou de souris, moi c'est plutôt cette idée, j'en parle tout le temps, je suis désolé, je me répète, c'est peut-être ça aussi en rapport avec la politique, je me répète, mais c'est cette idée que voilà, et c'est particulièrement adapté après le constat qu'on a fait, celui d'une période où les champions changent tout le temps. Il y a une valeur qui est accordée, et ça c'est un truc qui est plutôt présent en NFL, où voilà, si t'es dans les 7 ou 8 meilleures équipes tous les ans, et même peut-être un peu plus proche pour les Celtics, dans les 5 meilleures équipes tous les ans, sur une période étendue, déjà il y a un moment où ton équipe pourrait être meilleure que top 5, et ensuite, il y a un moment où la concurrence, il y aura des variances. Donc, il y a un moment où ça pourra passer. Un modèle qui aurait eu aucun sens il y a 8 ans, parce que Cavs, Warriors, Rockets, tu passes pas au-dessus. C'est un modèle qui a beaucoup de sens dans une NBA actuelle où il y a beaucoup plus de mouvements et où il n'y a pas des places fortes qui se restent installées pendant 3-4 ans. C'est un mouvement qui a... Et ce qui fait que, tu vois, alors, take folle, mais sur les périodes post-Warriors, du coup post-2019, là, les Celtics sont la meilleure équipe NBA et qui est enfin titrée, mais je parle en termes global, tu vois, pas en termes de niveau de jeu, mais si tu fais l'addition de c'est l'équipe la plus constante. Je vais enlever le meilleur, je vais ramener constante. C'est l'équipe la plus constante des 5 dernières années. Ça en devenait même une anomalie. Moi, je vous avoue que je peux le dire maintenant, cher fan des Celtics, j'avais commencé à compiler 2-3 stats qui montraient que ça n'aurait eu aucun sens que les Celtics ne soient pas champions sur cette période-là, au vu de la répétition à laquelle ils allaient en finale de conf, la qualité de leur saison régulière, la qualité de leur effectif. Il y a un moment où c'est normal que ces Celtics soient champions, donc c'est aussi peut-être l'aboutissement d'une politique qui... Alors je sais que ça amène toujours des débats, mais moi je pars du principe qu'ils ont jamais all-in, les Celtics. Ils ont pas all-in, les Celtics, à aucun moment. Ils ont encore des pics de draft. Exactement. Eux, ils ont des pics de draft. On salue les Suns. Mais je suis en train de dire... Ouais, bref, les Wolves, il y a plein d'équipes. On en salue un paquet. Les Hawks. Voilà, pour moi, salut. Pour moi, c'est aussi un peu la consécration de cela. Donc, plutôt que le trou de souris, moi, je mettrais en avant le fait d'être toujours avantage du terrain. Voilà, une équipe qui est toujours très très bien classée dans ta conférence. Et je fais très long sur le duo Brown-Tatum.
On a très peu de parlé de Brand Tatum, en fait, en soi, sur ce début d'épisode, là, dans les 40 premières minutes. Je suis quand même très content que Jaylen Brown ait le MVP des finales, parce que vous entendez là le sous-entendu du coup, c'est pas qu'il est content que Jaylen Brown soit MVP des finales, c'est que Jason Tatum ne le soit pas. On va dire que l'obsession d'une partie de la fanbase des Celtics a une première, d'un côté, taper sur Jaylen Brown, qui est loin d'être parfait. Qui est très très loin d'être parfait. Hein. Il y a beaucoup de choses. Et par exemple, son niveau défensif, on va pas vous dire que c'est un All-NBA defense, joueur All-NBA parce qu'il a fait une bonne série alors qu'il a été plutôt problématique sur la défense du ballon très très souvent. Mais d'un côté la capacité à créer des faux discours sur Jason Tatum. Parce que je suis désolé Constant, on a eu beaucoup de chance de pas faire de podcast pendant les playoffs parce que les fans des Celtics se plaignaient de discours qui n'existaient pas sur Jason Tatum. Personne n'a dit qu'il faisait de mauvaises finales. Enfin, à un moment, c'est Twitter. Hein. Si tu tapes n'importe quel mot, il y aura un mec qui aura eu cette take. Hein. N'importe quel take du monde. Hein. Il y a un mec qui aura eu cette take. Mais globalement, où tout le monde s'accordait pour dire que Jason Tatum faisait de bonnes finales, à l'exception d'un scoring qui était déficient sur les premiers matchs. Voilà, je suis content que Jaylen Brown l'ait eu quand même. C'est une petite revanche. Alors à mon petit niveau, c'est pas un Schadenfreude sur Jason Tatum qui est passé à un cheveu de l'avoir, hein, je pense. On était d'ailleurs tous surpris dans la conversation qu'il ait donné à Jaylen Brown. Mais tu regardes les votes, c'est très serré. Hein. Il me semble que c'est 5-3 ou 5-4, quelque chose dans le genre. Donc voilà, c'était juste ma petite insiste pour dire que d'un côté content pour Jaylen Brown, de l'autre Jason Tatum fait de très bonnes finales. Personne n'a dit l'inverse, mais voilà. Est-ce qu'on conclut comme ça ou est-ce que tu as quelque chose à dire, à rajouter sur Boston, Constant? Non, mais un peu sur ce parallèle, enfin sur le duo entre Jaylen Brown et Jason Tatum, c'est que bien sûr, on a pu par le passé se mettre un peu en opposition de manière un peu forte. Parce que le traitement de Jaylen Brown, on le trouve par certains fans de Boston, on le trouvait un peu trop fort aussi. Typiquement le DH20 2023 où on a peut-être été un peu trop en opposition, on va dire, à la vie globale et de manière un peu trop surréactionnaire ou un peu trop surréagi à des critiques vis-à-vis de Jaylen Brown qui étaient, selon nous, un peu exagérées. Après, Jason Tatum a subi quelques critiques, mais forcément c'est Twitter, et en plus quand c'est Boston, globalement ça va être sujet à plus de critiques aussi, mais comme toutes les superstars ont été sujettes à critiques aussi durant ce round de playoff, hein, il faut être honnête, Nikola Jokic s'est fait taper dessus pour sa défense sur les premiers matchs face à Minnesota, je sais pas moi, Luka Doncic s'est fait taper dessus sur quelques matchs sur la série face à OKC parce qu'il arrêtait pas de se plaindre au niveau des arbitres, et ça sur la finale face à Boston, il a aussi été sujet de critiques, donc c'est le lot des superstars, il y a beaucoup de critiques. Après, est-ce que Jason Tatum fait des mauvaises finales? Bien sûr que non. Je pense honnêtement, et ça on en parlera quand on fera le DH20, mais que ce qu'apporte Jason Tatum, c'est un truc que quasiment aucune superstar est capable d'apporter. Et je pense que la capacité, que ce soit pour Jaylen Brown, pour Derrick White, pour Jrue Holiday, vous regardez du côté de Milwaukee, il n'était pas à ce rendement offensif, il n'était pas à ce niveau offensif sur les rounds de playoff. Alors, c'est pas forcément du fait de l'effectif des Bucks, c'est peut-être un aspect purement individuel, mais toujours est-il que Jason Tatum facilite quand même grandement cette capacité que peuvent avoir les role-players à step up. Donc voilà, c'est un duo qui a mis du temps à fonctionner. C'est deux joueurs qui sont pas au même niveau, je suis complètement d'accord. On en parlera dans le DH20 très certainement. Il y en a un qui est bien supérieur à l'autre et effectivement, ce débat qu'on a pu avoir les précédentes années, ou qui a pu avoir les précédentes années en disant peut-être que Jaylen Brown est meilleur que Jason Tatum. Non, mais encore une fois, il y a une surréaction peut-être vis-à-vis de Jaylen Brown. Même là, je peux voir quelques tweets des fans des Celtics de ci, de là, où ils sont pas particulièrement positifs, on va dire, où ils essayent de remettre un petit peu en question le Finals MVP de Jaylen Brown. Voilà, je pense que c'est une situation où tu dois un petit peu apaiser les tensions entre guillemets autour de ça et profiter plutôt que d'essayer de dire mais lequel en fait aurait dû être MVP des finales. C'est deux joueurs qui s'adorent, deux joueurs qui ont fait toute leur carrière ensemble. À partir du moment où Jason Tatum est drafté, ils font toute leur carrière ensemble, ils arrivent enfin à la consécration, donc célébrons leur titre, saluons-les plutôt que d'essayer de les opposer ou essayer de réduire la performance de l'un pour valoriser la performance de l'autre. Rien que ça, et ça sera ma dernière, parce que ça fait des mois que je dois le dire, le
le discours selon lequel à une période, une majorité ou une part importante des fans NBA a pu dire que Jaylen Brown était meilleur que Jason Tatum, alors, je ne dis pas que nos votes des H20 sont une représentation parfaite du discours NBA. Je dis juste que maintenant, on commence à avoir une sacrée tonne de votes des H20, ce qui fait que, s'il vous plaît, si vous nous écoutez, respectez bien les manières de compléter, de compléter le petit noms bulletin, comme il faut. Écrivez les noms comme il faut, ça nous aide beaucoup. Ouais. Mais voilà, donc on commence à avoir beaucoup de données. Je me suis encore une fois amusé à regarder les données des années précédentes, voire des premières années du DH20. C'est dérisoire. Le nombre de bulletins qui met Jaylen Brown devant Jason Tatum, c'est dérisoire. Donc, alors, encore une fois, notre DH20 n'est pas une représentation parfaite du discours NBA, je comprends, mais il commence à s'approcher de plus en plus. C'est-à-dire que on a une telle quantité de votes de la part de gens qui n'écoutent même pas le podcast, ce qui est quand même extraordinaire, donc qu'ils voient passer, qu'ils remplissent, et voilà. Donc, il y a un moment, c'est cette espèce de contre-discours qui vise à se fixer sur une parole qui est totalement minoritaire dans le discours NBA, ça m'énerve un peu. Je trouve que c'est un peu de la malhonnêteté intellectuelle parfois. Mais bref, là, je vais trop loin. Les Celtics ont été très dominants. Félicitations. Ouais, c'est bien, c'est que forcément, forcément, faut qu'on parle de négatif, même lorsque Boston est champion, entre guillemets. Ça, c'est. Non, mais c'est plutôt l'aspect médiatique plutôt que l'équipe en elle-même qui a été d'une domination. On en parlait constant avant et on l'a déjà dit, hein, mais en termes de domination sur un run de playoff, c'est la meilleure équipe. Ils font 16-3, c'est le deuxième meilleur bilan depuis que les séries du premier tour sont en 7. Donc ça fait 20 ans en termes de bilan. Domination totale. Félicitations Celtics. Les fans des Mavs, vous n'avez pas parlé de nous, il y a un post-mortem qui arrive. Ne vous inquiétez pas, on parlera de vous. Enchaînons, Constant, je vais te redonner le sourire là. Parlons d'un truc... Alors, la paranormal qui s'est passé. Donc, il faut qu'on explique comment l'information nous est arrivée. Il y a donc ce fameux trade. D'un côté, Josh Giddey qui rejoint les Chicago Bulls. De l'autre côté, Alex Caruso qui va du côté d'OKC. Le trade arrive sur la conversation d'Enkebdo. On salue Adrien qui en a besoin. On vous rappelle qu'Adrien, notre fan des Celtics, non, oh là là, oh le lapsus, notre fan des Bulls. Peut-être que maintenant, du coup, vu que Josh Giddey est arrivé aux Bulls, peut-être qu'il va devenir fan des Celtics, hein, on sait pas. Hein. Il va peut-être changer d'équipe. On sait pas. C'est plus alors, je pense. Qui nous dit... Ouais, je pense qu'il y a une vraie attraction avec le hit. Qui nous dit du coup, suite à ce message, je le cite, je me retire de la fanbase pour une durée indéterminée. Pourquoi ? Parce que face à ce trade, on s'est tous dit, Constant, du coup, les choix de draft arrivent, et ils ne sont pas arrivés, Constant. Alors, quelle est ta réaction vis-à-vis de ce trade ? Ah bah moi j'étais très content, bien sûr, j'étais très content. Je l'ai raconté, on a fait un live avec We Are Thunder où on revient pendant une bonne heure, plus d'une heure sur le trade d'Alex Caruso et c'est ce que j'avais dit. Je revenais du cinéma et déjà avant d'aller au cinéma, j'avais le pressentiment de dire je sens qu'il va se passer une dinguerie. Déjà je suis au cinéma, il y a ce fameux Jean-Jacques, l'annonce de Jean-Jacques qui est nommé head coach des Lakers. On en parlera après. Je rentre du cinéma, je marche entre la station de métro et chez moi, je suis sur mon téléphone et là je vois la notif du watch sur le haut de mon téléphone, je vois Alex Caruso has been traded. Je vois pas l'image, je vois juste has been traded tout, le début du message du watch, je clique et là je vois le OKL et je fais oh là 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 là. Et là je vois que c'est Josh Giddey, je fais oh là là. Et du coup je commence à envoyer les informations sur le compte Twitter We Are Thunder et je dis on va attendre les contreparties suivantes parce qu'on sait très bien que quand il y a un trade, généralement, ils t'envoient la plus grosse pièce. Enfin, les insiders, vu qu'il faut une guéguerre, on en parlera après aussi pour JJ Redick. Ils envoient la plus grosse pièce, mais qu'après, il y a les tweets qui sont rajoutés 30 minutes après. Je dis, bon, on va attendre la contrepartie, mais potentiellement, si c'est juste ça en termes de joueurs, qu'il n'y a pas trop de pics de draft, franchement, c'est un bon coup du côté d'OKC. Puis après, on apprend que y a que ça. Et elle me dit, ouais, ok, d'accord. En fait, les Bulls, ça fait 2 ans et demi qu'ils n'ont pas fait de trade, quasiment 3 ans, depuis août 2021 de trade de joueurs. Ils étaient peut-être un peu rouillés et ils se sont dit, c'est comme ça que ça marche les trades et tours de draft. Non, on fait du one-to-one, 1 contre 1. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc non, très content de l'arrivée d'Alex Caruso. Je pense que si vous avez écouté, que ce soit le post-mortem au OKC, que ce soit pourquoi ils gagneront pas au OKC, vous savez très bien mes griffes que j'avais envers Josh Giddey et l'arrivée d'Alex Caruso
à OKC sans même utiliser que ce soit ton capital de pick de draft, même ton capital financier, parce que finalement, il n'y a que 1,5 million d'écart de salaire entre les deux joueurs. Moi, ça me laisse... je suis très satisfait. Ça me laisse un peu optimiste, on va dire, sur le reste de l'intersaison de Casey, parce que selon moi, l'ajout de Caruso doit être un mouvement qui en appelle d'autres. Alors, Adrien, tu peux mettre pause, aller faire une petite marche, je vais prendre le côté plutôt Bulls. Alors, je comprends, et c'est toi qui l'as dit ça d'ailleurs, Constant, que Josh Giddey, dans une équipe moins calibrée playoff, dans une équipe qui lui laissera plutôt d'autres responsabilités, aurait de l'intérêt. C'est vrai que j'avais eu l'occasion de beaucoup regarder Giddey pour la syllabe de Guillaume du Basket Lab, et j'avais eu Josh Giddey, je m'étais refait du Josh Giddey, et j'avais vu que oui, en termes de balle en main, il y a des trucs en fait. Il y a des trucs pour un joueur qui serait peut-être mieux calibré pour une équipe qui a moins d'ambition, parce que c'est pas un assez bon porteur de balle pour être porteur de balle d'une équipe qui joue deuxième tour de playoff, clairement. Après, Caruso, c'est pour avoir fait les post-mortem. Quand on fait les post-mortem, à chaque fois, on essaye de s'informer sur la franchise. Tous les post-mortem, à peu près 90% des équipes en post-mortem parlaient d'Alex Caruso comme une solution pour leur effectif. Alors, toutes ces équipes-là n'étaient pas armées au niveau d'assets, mais de là à ce que la seule contrepartie soit Josh Giddey, et en plus pour t'octroyer le droit de payer Josh Giddey plus tard, parce que c'est un peu ça aussi la problématique. J'ai du mal à comprendre. Je comprends l'idée, se dire que le responsabiliser en tant que playmaker, en porteur de balle, ça aurait du sens. C'est encore une fois Adrien qui avait parlé de ce qu'avait pu dire Kevin O'Connor, l'association avec Kobe White, oui, mais non, tu peux pas te satisfaire de ça. Quand tu as envoyé en échange une pièce qui était un des role-players peut-être les plus estimés de toute la NBA. Non, c'est un trade qui est... je comprends que les fans des Bulls, et on parle beaucoup de notre Adrien National, mais qui adorait Alex Caruso, qui était son joueur préféré aux Bulls, puisse l'avoir mauvaise, parce que tu avais peut-être le joueur qui avait le plus de valeur de trade de ton effectif, qui est échangé contre un asset moyen. C'est même plus que moyen, parce que Sam Veceni, qui est un journaliste de The Athletic, avait dit il y a 10 jours avant le trade que la valeur de Josh Giddey, c'était un late first ou un début de second tour en termes de valeur. Et là, tu le récupères contre, franchement, un des joueurs les plus convoités de toute la NBA. Hein. Faut être honnête, c'est l'un des joueurs les plus convoités. Quand on regarde les offres qui ont été refusées à la deadline pour Alex Caruso, il y avait multiple first round. Donc quand tu refuses ça, et que tu récupères Josh Giddey, voilà, ça montre que du côté d'OKC, tu peux être satisfait. Déjà, tu te débarrasses effectivement de l'épine du pied Josh Giddey. En termes juste d'ajout sportif, c'est une addition via une soustraction, parce que tu t'enlèves la plus grosse épine du pied de ton effectif. Et puis c'est aussi parce que, comme tu l'as dit, il y avait des négociations contractuelles, et que Sam Presti il est venu voir Josh Giddey en disant l'an prochain tu vas sortir du banc. Josh Giddey a pas forcément apprécié, donc ils sont venus faire un trade. Mais du côté des Bulls, de ce qui ressort, ils estiment grandement Josh Giddey, et comme tu l'as dit Ben, et comme je l'ai déjà dit, il me semble, chez We Are Thunder je l'ai dit, mais il me semble qu'à De Kebdo je l'ai déjà dit aussi, je pense vraiment que Josh Giddey c'est un good player dans une bad team. Je pense vraiment que vous regardez les matchs où Shai Gilgeous-Alexander était absent, c'était un joueur qui était performant au scoring, performant au playmaking. Comme là, il aura plus la balle entre les mains, je trouve ça quand même, je pense que, je dis pas que c'est un win-win comme j'ai vu certains fans des Bulls le dire, ou certains fans extérieurs, parce que les fans des Bulls ils sont un peu plus dégoûtés, mais c'est pas un win-win, pas du tout. Mais je pense que Giddey sera pas si mauvais que ça, et surtout, visiblement, ce qui semble se présenter du côté des Bulls, c'est une reconstruction totale, parce qu'il y a eu déjà quelques discussions véridiques ou non, ça on sait pas, mais autour de Zach LaVine, DeMar DeRozan est free agent, donc potentiellement, bon, si tu sais que Lonzo reviendra pas et que tu repars dans une optique de full reconstruction, c'est peut-être pas plus mal, entre guillemets, d'avoir un joueur comme Josh Giddey qui peut être un minimum performant, plutôt que d'avoir des pics de draft 2025 ou 2027 des Warriors. Ma seule explication rationnelle, Constance, c'est le cas qu'on voit souvent. Ils l'adoraient à la draft. Ils adoraient le mec à la draft et ils le reprennent plusieurs années plus tard. C'est la seule explication rationnelle que j'ai. C'est le truc classique. Ils l'ont beaucoup scouté et tout, donc peut-être qu'il y a un potentiel inexploité chez Josh Giddey. Franchement, il n'était pas dans le schéma, il n'était pas dans la construction d'équipe qui était faite pour lui.
à partir du moment où Casey il y a l'explosion de Shai Gilgeous-Alexander, et cette année, il y avait l'explosion dans un degré moindre, mais de Jalen Williams, c'est l'arrivée de Chet Holmgren, et ben forcément, c'était plus difficile pour lui d'exister avec la balle. Là, il aura plus la balle, donc ses défauts de manque de spacing, de manque de tir seront peut-être moins importants. Après, quand je vois le Vosges dire qu'il a un potentiel de All-Star, on va peut-être se calmer. Je sais que les All-Stars à l'Est, parfois, il y en a quelques-uns qui font tiquer, mais même là, on va se calmer. Je t'avoue que moi, c'est la seule explication que j'ai rationnelle parce que c'est ça, là. Il y avait une immense convoitise autour de Alex Caruso de la part de beaucoup de fanbase. Alors oui, c'était la plupart du temps des contenders qui avaient peu à offrir, je l'ai dit. Mais de là à offrir un joueur que tu vas devoir repayer, tu l'as dit, Constant l'a dit, que tu vas devoir payer, c'est ça le truc. T'aurais amené un jeune joueur qui était bloqué dans un contrat abordable et qui aura, encore une fois, du coup, en termes de logique de négociation, tu sais qu'ils ont tradé pour toi, t'as toute la marge de manœuvre que tu veux, surtout dans une équipe qui est en panne et qui en manque, en pénurie sèche de jeunes talents. Il a toutes les négociations possibles, l'arc est en sa faveur. Bref. En tout cas, du coup, ça donne. Je t'ai mis ça dans la trame. C'était un peu de la provocation en all caps, capital constant. La fenêtre de titre est-elle ouverte? J'ai envie de dire to be continued. On verra ça la prochaine fois dans l'épisode sur la fenêtre de titre. Parlons de Jean-Jacques Constant pour terminer. Jean-Jacques Redick, qui est donc le nouveau coach. On va pas traduire Redick par contre. Hein. Mais Ah oui, ouais, parce que le podcast en théorie est pas explicite. Enfin, genre, on est censé faire attention, même si parfois il y a quelques écarts. JJ Redick est donc le coach des Lakers. Je veux pas m'envoyer de fleurs, mais moi, je maintenais depuis le début que c'était trop bizarre pour pas être un peu vrai. Et surtout, rappelez-vous que tous les décideurs NBA sont pas forcément rationnels. Globalement, les choix des personnes à responsabilité ne sont pas toujours rationnels. LeBron James n'est pas rationnel. LeBron James n'est pas forcément rationnel, ou en tout cas, leur rationalité n'a peut-être pas de sens pour nous, parfois. C'est ça aussi d'un point de vue extérieur. On en pense quoi? Constant JJ Redick, qui a donc, rappelons, JJ Redick, podcasteur célèbre, first taker célèbre, tu vois? C'est quand même fou. C'est quand même fou que ça soit. Podcasteur célèbre. Aïe. Podcasteur célèbre. Ancien joueur de NBA, bien évidemment, rappelons, du côté du Magic, du côté des Clippers, du côté des Sixers, etc. Constant, un coach aux Lakers qui n'a donc pas d'expérience de coach. Aucune. Zéro. Littéralement, JJ Redick, il coach des équipes de jeunes. Et vous savez, les fameux XNO que on dessine sur le paperboard, enfin sur le tableau. JJ Redick, tellement il n'a pas d'expérience que pour son équipe de jeunes, il inverse les XNO par rapport à leur signification réelle. Donc il va falloir qu'il réapprenne ça quand il va dessiner des trucs sur sa tablette pour les joueurs NBA. Franchement, en vrai, je suis pas... je suis pas de ceux qui... d'emblée disent c'est un coach de merde. Hein, on voit ceux qui sont très critiques envers JJ Redick. J'ai envie de laisser sa chance au produit. Mais par contre, je suis absolument pas confiant sur le fait que ce sera un bon coach. C'est-à-dire que il a signé pour 4 ans, mais je peux vous parier une coquette somme d'argent qu'il ne dépasse jamais les 4 ans. C'est-à-dire que il sera plus coach des Lakers avant ces 4 années. Jamais il tient les 4 années. Déjà, parce que ok, peut-être qu'il a aucune expérience, mais après, j'ai pas l'exemple j'ai pas le passif de tous les coachs, mais il me semble pas que un coach comme Pat Riley soit, même s'il était assistant coach aux Lakers, mais il y a des coachs qui, c'est pas Sam Cassell par exemple, qui a 15 ans en tant qu'assistant coach et qui lui doit se dire, non mais dans quel cadre? Dans quel cadre le mec il arrive? C'est juste parce que voilà, il fait des podcasts avec LeBron qu'il est coach des Lakers. Après, pour moi, c'est ça toute la problématique, c'est que ça ressemble quand même beaucoup à une décision de LeBron James. Et ça m'embête un petit peu. Dans le sens où LeBron, on le sait, globalement, c'est toujours quelqu'un qui a eu des griffes envers ses coachs. Du côté de Miami avec Erik Spoelstra, du côté des Cavs avec David Blatt, ensuite avec Frank Vogel, ensuite avec Darvin Ham. Voilà, il y a toujours eu des griffes avec les coachs. Sauf que, bizarrement, l'endroit où LeBron a été le plus successful, où il a récolté le plus de victoires, c'est à Miami. À Miami, pourquoi? Parce qu'il y avait un cadre où LeBron James, il pouvait critiquer Erik Spoelstra tant qu'il voulait. Pat Riley, il était bien gentil, mais je vais le garder.
là, j'ai l'impression que quand tu arrives dans une franchise des Lakers, et souvenez-vous, au début des années 2010, quand Phil Jackson prend sa retraite et que c'est, je sais plus quel coach qui est nommé du côté des Lakers, il y avait je sais plus, qui fait 6 matchs là. Ah, je l'avais. Ouais. Je sais plus. Vas-y. Brian Shaw. Voilà, quand c'est Brian Shaw qui... Oh, je sais plus si c'est Brian Shaw. Bon, bref, toujours est-il qu'il y a un coach qui est nommé. Kobe n'est pas satisfait. Kobe. Ah non, c'est pas Brian Shaw. C'est pas Brian Shaw qui fait sauter comme ça. Non, parce que justement, Kobe voulait Brian Shaw. Et Kobe, ça faisait quand même 15 ans qu'il était aux Lakers. Hein. Il leur avait ramené 5 titres. Et c'était le frère de Jenny Buss. J'ai oublié son prénom. Il avait été interviewé dans la presse. Et il avait dit « Nous ne consultons pas les joueurs pour le choix du coach. » Alors que c'était Kobe. Et là, je trouve que ça ressemble quand même beaucoup à une décision de LeBron James. Et c'est ça qui m'embête. C'est que t'as pas de cadre, alors qu'on parle quand même des Lakers, qui est une franchise, l'une des plus successful, voire même la plus successful de l'histoire. Et moi, je trouve que c'est très embêtant. Et ça démontre quand même le fait que LeBron James a un énorme pouvoir décisionnaire sur le management des Lakers. Et pour prendre un coach qui sera peut-être bon, là n'est pas la question. Mais de voir que dans n'importe quelle franchise, tu as un joueur qui a autant de pouvoir, encore plus les Lakers, moi, c'est quelque chose qui m'embête un petit peu. J'arrive pas à retrouver, ça m'énerve. On va nous le dire dans les commentaires. Je vais regarder pendant que tu parles. C'est typiquement le genre de truc où ça m'énerve parce que les gens vont dire, mais vous avez pas trouvé. Et là, je pense qu'à ça. Constant. Bref. Je suis d'accord sur le pouvoir de décisionnaire de LeBron qui est trop, j'essaie de le trouver sans internet, mais ça m'énerve. Après, moi, je trouve aussi qu'il faut se rendre à l'évidence que, en termes de destination, certes, Los Angeles aura toujours un pouvoir d'attraction supérieur, mais pour un coach, peut-être que les Lakers ne sont plus une destination si préférentielle que ça, quand tu sais que tu vas devoir composer avec une équipe, avec un effectif qui a, c'est un peu ce qu'on avait dit dans le post-mortem Lakers, un décalage criant entre les ambitions affichées et les réelles ambitions les réelles choses auxquelles ils peuvent prétendre. Voilà, si tu as une franchise qui va te dire qu'on joue le titre, alors que c'est, dans l'idée, c'est peut-être une équipe qui vise un deuxième tour de playoff, peut-être plus, même si, encore une fois, ils font une bonne série contre les Nuggets malgré le fait qu'ils perdent. Il y a peut-être de ça. Ensuite, moi, je trouve globalement sur cette période, ces dernières semaines, que les options en termes de coach sont quand même extrêmement limitées. Et souvent, on sait qu'une équipe comme celle des Lakers, ou en tout cas n'importe quelle équipe NBA, fonctionne un peu sur la théorie des contraires. C'est-à-dire que quand ils embauchent, par exemple, Cat Darwinham, ils embauchent donc un très fort assistant, ça marche pas avec l'assistant, il y a une espèce de volonté de pas répéter même genre d'expérience. C'est pour ça que typiquement les Bucks, je sais que ça a énervé beaucoup de monde, mais les Bucks vont chercher Doc parce que c'est l'espèce de tu vas chercher l'expérience quand tu as essayé un jeune coach. C'est souvent ce que font les franchises NBA par réflexe qui peut être considéré comme une erreur. Donc, si tu cherchais un coach avec de l'expérience et tout, il y avait très peu d'options. Et je pense que dans ce vide-là, dans ce flou artistique-là, LeBron a eu peut-être encore plus de capacité d'influence et d'ingérence que d'habitude pour imposer JJ Redick. Tu l'as dit, on va pas lui taper dessus, il a pas encore d'expérience. Le fait est que ça fait un peu amateur, quoi. Et que c'est vraiment compliqué et que pendant des années, je me suis retenu à dire le GM, le coach, mais là, oui, LeBron, il est coach adjoint parce qu'il est coach adjoint, tout simplement. Là, c'est surtout, il y a plusieurs trucs. C'est que globalement, JJ Redick, ok, qu'il n'est pas coaché, ok. Bon, déjà, c'est un premier problème en soi, mais c'est pas rédhibitoire. Mais par contre, il arrive dans une situation où tu es la franchise la plus exposée médiatiquement, toute l'NBA, dans un vestiaire qui est rempli d'ego. C'est rempli d'ego. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas dans tu vois, c'est pas le cas, par exemple, de Mark Daigneault du côté de Casey. Alors, certes, qui avait coaché en G-League, mais qui arrive dans une équipe qui a aucune couverture médiatique, aucune attente en termes de résultats sportifs, et dans un vestiaire avec quasiment que des joueurs draftés, donc tu peux imposer une certaine autorité, entre guillemets. Là, j'ai du mal à voir JJ Redick imposer une certaine autorité, alors pas forcément vis-à-vis de LeBron parce que c'est son copain, mais vis-à-vis de Anthony Davis, d'Angelo Russell, des joueurs qui ont de la bouteille et des joueurs qui ont peut-être un gros ego et la capacité à gérer la pression médiatique qui entoure les Los Angeles Lakers, sachant que c'est une équipe qui, encore une fois la saison prochaine, va vouloir viser le titre. Enfin,
pense avoir comme objectif de viser le titre. Si on ajoute à ça la situation de Bronny James, parce que là aussi, en termes de pouvoir décisionnaire des agents, c'est quand même quelque chose de particulièrement criant on va dire, d'ingérence. Si jamais Bronny James venait à terminer aux Lakers, ça fait encore un truc médiatique en plus, encore un truc à gérer. Moi, je pense que ouais, c'est pas lui faire un cadeau Enfin, JJ Redick ne se fait pas un cadeau en signant aux Lakers, et même globalement, je pense que JJ Redick, qui a quand même souvent eu comme cheval de bataille de bien se faire voir par une certaine partie de la commu NBA Twitter, en reconnaissant leur existence, en utilisant certains termes très appuyés sur la communauté NBA Twitter, d'une partie de la commu NBA Twitter, eh ben là, tu arrives dans un cadre qui est quand même complètement différent. T'arrives dans du concret, quoi. Et vraiment, je sais pas si c'est lui faire le meilleur des cadeaux que de l'envoyer dans une situation au charbon comme ça, même si, ouais, peut-être au niveau des coachs, il n'y avait pas forcément grand-chose, mais quand tu vois, et là aussi, ça rejoint ce que tu disais sur la perte peut-être d'attractivité des Lakers, quand tu vois qu'un Mike Budenholzer préfère aller à Phoenix, si on écoutait les amis les fans des Suns, notamment les fans les amis de Valley Hope, ils pensaient que le projet des Suns n'était pas le plus attractif pour Bud. Finalement, il va du côté des Suns. Alors peut-être qu'un James Borrego, peut-être qu'un Kenny Atkinson, c'était pas forcément ce que voulait le management des Lakers. On sait que LeBron, je pense qu'il aurait bien aimé faire revenir Tyronn Lue, mais Tyronn Lue a l'air d'être plutôt ancré puisqu'il a même signé une extension du côté des Clippers. Donc ouais, tu te rabats peut-être sur ton quatrième choix parce que tu n'arrives pas à trouver, mais il y a quand même ça, plus l'imbroglio d'insider entre Woj et Shams sur le cas d'Annerley, qui est aussi source peut-être de tension entre le front office des Lakers et LeBron James. On va se garder ça pour la fin, t'as raison. En gros, moi, si je devais expliquer la situation, je reste persuadé que JJ Redick, dès le début du processus de sélection, était parmi les candidats, mais qui s'est retrouvé numéro 1 qu'à la fin. Et qu'en gros, ils avaient d'autres choix avant lui et que les refus successifs l'ont peut-être amené à être le choix numéro 1. C'est vrai, tu as cité l'exemple de Bud, très bon exemple, qui était peut-être le coach de ce processus que tout le monde voulait. Il va aux Suns, par exemple. Et là où je peux pas en vouloir à JJ Redick, c'est que contrairement à eux, il ne sait pas quand est-ce qu'il aura une autre chance de coacher, donc il prend cette opportunité. Juste une petite parenthèse, moi je commence un peu à... C'est pas que ça m'énerve, c'est que le schéma se répète de plus en plus avec la prise de pouvoir des joueurs qu'on regrette pas forcément. Nous, on a toujours été très clair là-dessus, on est du côté des joueurs. Le profil du ancien joueur coach qui gravit les échelons de manière extrêmement rapide et que, à l'inverse, des assistants coachs qui ont beaucoup plus de bouteilles, eux, se retrouvent bloqués et qu'en fait, la pipeline, pour utiliser un anglicisme, est beaucoup plus bloquée pour eux, ça commence un peu à m'énerver parce que ça crée des précédents où les coach, joueur, enfin je pense à Steve Nash par exemple. On peut penser au Jason Kidd, aux joueurs qui sont très souvent, on va dire étiquetés étudiants du jeu, etc., qui ont du coup une facilité déconcertante à obtenir des postes. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, il y a un espèce d'effet pervers qui est pas assez mentionné selon moi. C'est que très souvent, dans notre approche du basket, globalement, ça veut dire que ça limite globalement l'accession potentielle d'une femme à un poste de coach. Parce que concrètement, elle sera pas en NBA. Voilà, donc ça sera plus difficile pour elle. Deuxième chose, je fais référence au grand Alain Guillou, qui avait parlé de ça. Alors, dans un truc que personne n'avait vu sauf moi et quelques initiés, qui a fait des études sur ça, notamment dans un mémoire de master, je te cite Alan, sur la représentation raciste parfois des joueurs on n'a pas tendance à désigner un joueur noir comme un étudiant du jeu. Voilà, il y a des études sociologiques là-dessus, ce qui fait qu'en fait, cette pipeline d'anciens joueurs a tendance dans la manière à représenter à avantager les joueurs blancs. En fait, soyons très concrets. Voilà, JJ Redick, etc. Ce qui fait donc que cette tendance à amener des joueurs qui sont étiquetés anciens joueurs étudiants du jeu, très gros cuit basket, ça a tendance à nous ramener à limiter fermer tout un éventail de potentiels nouveaux coachs NBA. Et moi, ça m'embête beaucoup. Voilà, c'est tout. Après,
voilà, Jason Kidd a fait de bons playoffs. Steve Nash, ça a été plus difficile. Je pensais 3 exemples là parce que pour moi, ils sont très représentatifs. Mais voilà, c'est juste mon coup de gueule vis-à-vis de ça. Parce que y a pléthore de mecs qui rêvent d'avoir un post NBA et JJ Redick, il fait des podcasts corrects, mais du coup, il a eu sa place. Ouais, bah, t'as ça aussi. Et puis, même, enfin, sur le côté, étudiant, enfin, ambassadeur du jeu, sur le côté cerveau, ça s'applique que, on va dire, à des anciennes superstars. Parce que tu vois, sur le côté prendre un joueur pour le faire passer head coach, bah, Sam Cassell, typiquement, c'était un joueur qui a été multiple star, qui avait le profil. Et comme il n'était pas étiqueté QI basket monstrueux durant sa carrière, j'ai l'impression que ah ouais, lui, ça fait 15 ans qu'il est assistant coach, quoi. Il a été assistant coach aux Wizards, il a été assistant coach aux Clippers, à Philly. Cette année, il est encore assistant coach à Boston. Je pense que lui, il est largement prêt pour passer ce step supplémentaire, mais il n'a pas les opportunités. Ça, c'est un truc qui est un petit peu embêtant, c'est que ce soit avec Doc Rivers ou que ce soit avec JJ Redick, j'ai l'impression que, surtout avec Redick, que l'appareil médiatique a favorisé son accession en tant que head coach. C'est-à-dire que le fait qu'il soit sur ESPN, le fait qu'il commente, le fait qu'il fasse des podcasts, ça lui a donné une plateforme pour, entre guillemets, développer ses idées, qui l'a amené à devenir head coach, là où d'autres, bah, ils n'ont pas cette plateforme-là. Ils sont pas engagés chez ESPN, alors qu'ils seraient potentiellement tout aussi talentueux. Ça m'embête un petit peu. Finissons peut-être, Constant, sur cette bataille de clochers entre Woj et Shams qui nous intéresse, nous, qui intéresse peut-être moins, mais t'as raison sur l'aspect médiatique qui a été, il faudrait revenir là-dessus. Ça serait un podcast de Nice qui n'intéresserait personne ou même une séquence, mais il y a un travail en termes médiatiques de JJ Redick qui est fabuleux sur ces dernières années. Je pense que nous, on a très vite vu parce que, en fait, l'avantage de faire des podcasts, c'est qu'on a un recul sur la manière dont les gens font un podcast qui est du coup différente parce qu'en fait, on est dans le business, je mets des guillemets. Ce qui fait que quand un podcasteur, quel qu'il soit, quel que soit le domaine, va dire certaines choses ou faire certains moves, on le verra de manière différente. Et ce que faisait constamment JJ Redick, c'est-à-dire d'être outrancier parfois à First Take, dans l'optique d'expliquer certaines de ses prises de parole dans son podcast, ou alors, tu l'as dit, faisait des clins d'œil à NBA Twitter pour, en gros, travailler de manière répétée sa réputation, du coup, a eu comme conséquence, je pense qu'il était du coup vu comme l'analyste avec de jeunes idées, étudiant du jeu, etc. Alors que sur certains aspects, j'ai dirais dit qu'il est 15 fois plus calé en NBA que moi. Il y a pas de débat là-dessus. Il nous éteint tous dans le podcast. Le truc, c'est que faut pas occulter l'aspect politique je trouve, de sa capacité à avoir créé un récit pour être engagé en tant que coach des Lakers. Du coup, en parlant de récit, Constant, fais-nous un peu le récit de cette bataille de cette guéguerre, Woj, façon son padawan en plus. C'était son padawan. Son ancien padawan, ouais. Son ancien padawan. Maintenant, il y a plein de vidéos sur YouTube qui montrent un petit peu la dégradation des relations entre Shams et Woj. Mais globalement, il y a une guerre d'insiders où Shams Charania, qui est du côté de chez le truc de... Avant, il était chez The Athletic et maintenant, il est Sportsbook ou je sais pas quoi. Plateforme de paris sportif random.org. Déjà, voilà. déjà c'est suspect. Bref. Oui, mais alors ça c'est un point justement, c'est que Shams Charania a été accusé parfois, vu qu'il travaille pour une plateforme, enfin pour des bookers, donc pour un site de paris, de faire des news qui pouvaient potentiellement faire modifier certaines cotes et donc de rapporter un petit peu plus d'argent au site de paris. Sauf que on applique cette critique à Shams, parfois à raison, notamment il y a des trucs un peu flous aux alentours de la draft, notamment l'an dernier, sur le cas Brandon Miller, Scoot Anderson. Sauf que ESPN a lancé sa plateforme de paris, donc du coup, il faut tenir le même raisonnement pour Adrian Wojnarowski. Donc voilà, Shams Charania a toujours dit que JJ Redick était la cible des Lakers, Shams Charania qui est globalement perçu comme l'insider des joueurs ou des agents. Et Adrian Wojnarowski, qui est du côté de chez ESPN, c'est plus l'insider des GM. Et lui a lancé cette news de Dan Hurley, qui est double champion avec Connecticut, disant que c'était le choix des Lakers, qu'ils allaient lui faire une offre en or. Là où je trouve que c'est un petit peu de mauvaise foi de faire des reproches à Shams, c'est que Woj a écrit un bouquin sur le père de Dan Hurley. Donc bon, en termes d'ingérence, potentiellement, on est sur quelque chose d'un petit peu compromettant. Et voilà, je trouve que autant je suis pas du tout un grand défenseur de Shams et même finalement la news officielle que JJ Redick a été pris en tant que coach des Lakers,
c'est Vosges qui l'a sorti le premier, c'est pas Shams Charania, même si Shams ne s'est pas privé juste après de dire non mais en fait ça a toujours été la première cible pour envoyer un petit taquet à Vosges. Mais je trouve ça un petit peu de mauvaise foi de reprocher parfois à Shams son impartialité alors que Vosges a lui aussi été plus d'une fois impartial. Il y a notamment un gros article qui était sorti au début des années 2000, enfin à la fin des années 2000, où comme il avait des contacts avec Joe Dumars qui était le GM des Pistons, il écrivait plein de trucs positifs sur Détroit à cette époque-là, alors que c'était l'époque où Détroit était en déliquescence. Donc voilà, c'est les ingérences, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et moi, ça m'embête un petit peu cette guéguerre de dire oui, quand c'est Shams, forcément, il y a de la manipulation d'agents ou de la manipulation de joueurs, alors que du côté de Woj, c'est exactement la même chose. Donc ouais, ça m'embête un petit peu. Alors, quand bien même, je suis beaucoup plus confiant quand une news qui n'est pas officielle vient de Woj que de Shams. De toute façon, il y a un degré de compromission assez élevé chez les insiders. Je pense au cas, sûrement des fans de NFL qui nous écoutent. Il y a déjà eu des articles qui sont sortis sur Ian Rapoport de NFL Network, sur la gestion des sources, le fait qu'il y a certaines sources où les networks ont tendance à mettre en avant un insider, alors qu'en gros, il a des infos d'un autre mec. Donc, alors, je suis pas non plus dans la team qui dit oh là là ils n'ont absolument aucune valeur, même si bon leurs valeurs semblent relatives par séquence, mais je suis assez d'accord avec toi. Il y a comment dire, il faut avec ces mecs-là, je pense qu'il faut prendre la news en tant qu'elle-même et toujours remettre dans un contexte qui est pas souvent fait, dans un contexte où se situe la news, tout en expliquant que Shams Charania, Wojnarowski, Mark Stein, Chris Haynes, c'est un peu un yes man. Il y en a que quelques-uns avec qu'il faut croire avec au moins ce qu'on peut leur accorder, c'est le haut niveau de certitude de leur news, quoi. C'est ce qu'on peut leur accorder, ce qui est pas le cas de beaucoup de. On a cité son nom, Kevin O'Connor, il y a Jake Fisher, voilà. Jake Quand Fisher. vous voyez et ça va être le cas dans quelques jours quand vous voyez des infos de certains de ces journalistes-là, faut un peu plus se méfier, effectivement. Mais on m'enlèvera pas de l'esprit que c'est scandaleux de base que les deux soient employés de structures qui offrent la possibilité de parier. Ah, bien sachant sûr. que... Faudrait faire Bref. un podcast d'1 heure et demie sur à quel point les paris sportifs sont venus tout bouffer et que voilà, de Kebdo, on s'est jamais associé avec des sites de paris sportifs ou des bookers. Et encore une fois, on reproche pas aux petits créateurs entre guillemets ou aux créateurs qu'on pas le soutien économique de Disney littéralement pour pouvoir créer des contenus. Encore une fois, si t'es un podcast amateur, bah oui, si t'as envie de vivre de ta passion, tu vas pas forcément cracher sur les sites de paris, surtout que c'est eux qui proposent le plus d'argent et c'est eux qui sont le plus souvent à contacter les gens qui parlent de sport. Donc on va pas du tout critiquer cela. Par contre, ouais, quand ESPN s'associe avec des trucs de paris, savons, c'est Disney, vous avez des milliards. Bon, il y a un moment où il faut peut-être arrêter. Et même globalement, ça montre un petit peu aussi la déliquescence du système médiatique sportif américain. Ce manque de hype entre guillemets ou ce manque d'analyse sur ESPN. Bah oui, enfin, si les audiences sont en berne, c'est pas forcément que à cause du jeu, c'est aussi parce que tu avais des excellents journalistes à l'époque qui savaient créer quelque chose et c'est plus le cas aujourd'hui où tu es obligé d'écouter la soupe de Kendrick Perkins ou alors les mimiques rapidement insupportables de Steven Smith. Mais effectivement, faut pas voir dans le fait que nous on a une politique une ligne rouge sur les sites de paris un espèce de jugement sur les autres parce que c'est très compliqué de vivre de son contenu. On jugera pas les gens qui décident de faire ça. Ce qui est malheureux, c'est que dans l'écosystème d'un podcast, et ça sera un podcast qu'on fera cet été. On l'avait teasé il y a quelques mois sur le podcast sur le podcast Dunk Hebdo. C'est la seule alternative en fait. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, si tu veux vivre du podcast, ce qui serait à notre échelle, bon, je reviendrai sur ça de manière beaucoup plus détaillée dans cet épisode-là, mais ce qui serait extrêmement compliqué à notre échelle même, il faut que tu passes par eux et c'est triste qu'on en soit arrivé à là. Et encore, je pense que nous, je sais pas si c'est l'étape d'avant, parce que je sais pas si on arrivera un jour à ce stade-là aux États-Unis où tous les podcasts de sport, leur sponsor, c'est un site de paris, sport, je sais plus, on va pas les citer. Bref, donc
voilà, il y a juste cet aspect-là. Effectivement, on pourrait faire un très très long podcast parce que c'est un peu triste de voir que c'est devenu la seule alternative, parce qu'il y a que eux qui offrent de l'argent et que le seul modèle alternatif semble être celui où tu fais payer ton contenu auprès de ton public. On est parti très très loin. Constance, c'était un épisode agréable. Ah, tu vois, le contexte est mauvais. Les finales nous ont pas trop emballé, mais voilà, on est reparti une grosse heure 20, et puis on aurait pu en faire encore plus. Et c'était Mike Brown. À rajouter, ouais, c'était Mike Brown, le coach des Lakers, engagé juste après le départ de Phil Jackson. Genre, il fait une saison et il se fait sauter le début de la saison d'après. Ouais, c'est ça. Il fait une saison complète et sa deuxième saison, il se fait jarter au bout de 6 matchs. Et après, c'est Mike D'Antoni qui prend les commandes. Ok. Oui, ouais. Oui, parce que Brian Shaw n'a jamais eu le poste, justement. Ouais, c'était Kobe qui voulait, Kobe voulait que ce soit Brian Shaw. Et ben voilà, la VAR a été effectuée dans les mêmes temps à l'Euro de football, c'est-à-dire très, très longtemps après. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de podcast. On va revenir, on vous l'a dit, on a encore 2 post-mortem à faire, et puis on a un été qui va être chargé. On vous l'a dit, le DH20, ça arrive très 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 rapidement. C'est quoi le DH20? Parce que peut-être que vous nous découvrez, c'est le classement des 20 meilleurs joueurs NBA du Dunk Up NBA podcast qui arrive très 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 rapidement. Merci Constant. Ça fait plaisir d'avoir enregistré. Surtout que la fin était plutôt heureuse. On a quand même parlé du fait que tu as réussi à échanger Josh Giddey contre Alex Caruso. Donc je pense que sur la fin, on a pu te redonner un peu le sourire. Oui. Et puis nous, on se retrouve très vite. La free agency arrive bientôt. La draft, vous savez, au niveau de draft, on est un peu moins chaud. On vous invite à aller suivre tous les contenus draft qu'il y a sur NBA Twitter France. Nous, voilà, on devient vieux. J'ai plus le temps de regarder un basket qui parfois me donne des maux de tête. Donc voilà. Donc merci de nous avoir suivis. Puis à très vite. Salut. Salut.